L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, vous recevez ce matin Laure Ducot, experte des enjeux environnementaux en agriculture et en alimentation. Elle publie « Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie ». C'est aux éditions Grasset. Bonjour Laure Ducot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de venir sur le fond de notre alimentation, parlons de ceux qui la produisent. Les manifestations d'agriculteurs se sont terminées en France, mais elles se poursuivent dans plusieurs pays européens. Ces manifestations ont été l'occasion de prendre conscience du malaise du monde paysan. Le gouvernement a fait quelques annonces pour calmer la colère. Pour combien de temps pour vous ? Alors ça va dépendre. Il faut savoir que dans 2 ou 3 semaines, il y a le salon de l'agriculture qui va se tenir à Paris, qui va être de nouveau un moment fort. Et donc on va voir si entre-temps le gouvernement a réellement mis en œuvre les mesures annoncées. Salon qui s'annonce chahuté. Salon qui s'annonce chahuté, on verra. Parce qu'en même temps, il faut savoir quand même que les agriculteurs ne sont pas tous satisfaits des annonces du Premier ministre. Il a établi un énorme recul en matière de normes environnementales. Et donc ça a satisfait les plus gros, en fait, les plus gros agro-industriels, les plus gros producteurs de France. Par contre, la Confédération paysanne, par exemple, qui est un syndicat agricole alternatif, un syndicat minoritaire. Un syndicat minoritaire n'est pas du tout satisfaite, et il y a des milliers d'agriculteurs qui ne sont pas satisfaits. Et pour autant, pour le grand public, était-ce nécessaire de reprendre conscience des conditions de travail des agriculteurs ? Oui, bien sûr, les conditions de travail des agriculteurs et même des travailleurs sur toute la chaîne agricole, qui est encore un énorme secteur totalement invisible. Qu'est-ce que vous appelez la chaîne agricole ? La chaîne agricole, c'est-à-dire la chaîne de production. Vous avez un producteur de poissons ou de carottes, par exemple, et ensuite il y a toute la transformation, tout le conditionnement, sur toute cette chaîne-là, en fait, en gros, entre la production et l'assiette, il y a un ensemble de travailleurs, il y a ce qu'on appelle une chaîne de production, une chaîne d'approvisionnement, et il y a des milliers de femmes et d'hommes dans le monde qui travaillent. C'est un secteur énorme et on parle très peu de leurs conditions, mais ils sont aussi impactés par la question des prix, par la question de la rémunération ou la question de la concentration des pouvoirs. Et pour revenir aux conditions de travail des agriculteurs, les agriculteurs insistaient beaucoup sur le poids des normes pendant ces derniers jours, pendant leur manifestation. Il y a un paradoxe, Laure Ducot. Vous insistez sur la mauvaise qualité de notre alimentation, et là, on l'a compris en creux, les normes qui s'aggravent, les normes qui se détendent. Gabriel Attal est un peu revenu sur des normes qui avaient été imposées, mais les agriculteurs, eux, se disent étouffés par les normes. Comment on fait ce poids, cet équilibre entre la mauvaise qualité de notre alimentation et le poids des normes ? Oui, alors attention, parce que quand on dit mauvaise qualité de notre alimentation, oui, il y a de plus en plus de produits très industrialisés et nocifs pour la santé, mais il y a aussi des milliers d'agriculteurs qui produisent une alimentation de très bonne qualité. Donc j'aimerais quand même reconnaître tous ces efforts, sinon ce serait très dommage. Et ensuite, il faut faire attention, il y a une différence entre les normes administratives, la lourdeur administrative pour obtenir des subventions de la politique agricole commune, par exemple, et ce qu'on appelle les normes environnementales. Les agriculteurs et les agricultrices ont été très nombreux à vraiment protester contre la lourdeur de l'administratif, alors que les normes environnementales, c'est une partie seulement du monde agricole qui les a remises en question. Parfois, ces normes administratives existent aussi pour permettre une bonne application d'une politique environnementale, non ? Oui, bien sûr, la politique agricole commune, elle vise aussi à ça. Mais c'est vrai qu'il y a, en comparaison de d'autres pays, de ce qui peut se faire en Belgique, par exemple, il y a certaines mesures pour lesquelles les agriculteurs ont besoin de toucher des subventions et qui leur demandent un travail administratif extrêmement lourd. Mais bien sûr, plus il y a de normes, plus c'est pour aller dans la finesse de l'application de ces normes, en fait. Plus c'est simple, plus c'est grossier aussi. Et en même temps, ça pèse, c'est une réalité, ça pèse, et c'est très lourd pour les agriculteurs qui passent plus de temps parfois, ou en tout cas beaucoup trop de temps sur l'administratif, sur leur ordinateur, plutôt que dans les champs ou dans leur élevage. Pour s'occuper effectivement de nous nourrir, puisque c'est leur tâche chaque jour. Et on les salue d'ailleurs parce qu'ils font souvent un grand travail et ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir, alors même que l'on se nourrit de plus en plus mal. C'est ce que vous dites. Pourquoi se nourrit-on de plus en plus mal ? Alors, il y a plusieurs éléments à cela, plusieurs facteurs qui expliquent cela. Tout d'abord, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, depuis 10, 20, 40 ans, a mis en place des procédés de transformation des aliments qui sont de plus en plus délétères pour la santé. C'est-à-dire, par exemple, elle met en place du cracking, c'est-à-dire qu'elle... Alors là, il faut expliquer. Je vais expliquer. Donc, le cracking, par exemple, c'est quand on dissocie un aliment. On prend un aliment et on le dissocie, on extrait le gras d'un côté, les protéines de l'autre, et ensuite on les reconstitue. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir des produits pas chers et ça permet de les exporter ou les importer à moindre coût. Par exemple, sur quel produit on fait ça ? Par exemple, sur des matières grasses.
Sur des matières grasses, on peut avoir un cracking sur... j'ai pas tous les éléments en tête qui me viennent là. Et donc, en quoi c'est mauvais ? En quoi cela implique une mauvaise alimentation ? Parce qu'on se dit, par exemple, si on a une carotte et qu'on différencie l'eau de la carotène, ça va pas être mauvais. À la fin, on va manger de l'eau et on va manger de la carotène. Alors, effectivement, on pourrait penser ça. Et puis, c'est le cas parfois de certains aliments lyophilisés qui peuvent être très sains, en fait. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les agro-industriels rajoutent beaucoup d'additifs. Ils rajoutent des additifs, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, en fait, beaucoup d'éléments pour nous faire acheter des aliments pas chers et qui vont entraîner une addiction finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à manger de plus en plus d'aliments très gras, très sucrés, très salés, et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a ces aliments-là. Et sans parler des additifs comme le glutamate, par exemple, qui est un exhausteur de goût, et qui pose des problèmes pour la santé, et qui permet aux industries, toujours pareil, de vendre pour moins cher, et pour produire moins cher et par contre se faire un maximum de bénéfices. Pour autant, il y a une sensibilisation de plus en plus importante du grand public. Il y a des applications même maintenant qui existent pour s'assurer que notre alimentation est saine. Je pense à une application qui s'appelle Yuka, mais il en existe beaucoup d'autres qui lisent les étiquettes. Elles sont pas fiables, ces applications, parce que le grand public les utilise massivement. Si, et l'application Yuka, comme les autres applications de ce type, font trembler les industriels. Donc ça, c'est une excellente initiative, une excellente nouvelle. Est-ce que les industriels s'adaptent d'ailleurs en fonction des algorithmes Yuka ? Alors, certains industriels ont fait évoluer leurs pratiques parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait c'est simple, une fois qu'il y a de la transparence, les industriels se mobilisent. Enfin, pas toujours, mais souvent. Et Yuka a permis vraiment de faire de la transparence sur certains produits, puisque ça fait évoluer les pratiques d'achat. Les gens, quand ils scannent leurs produits et qu'ils se rendent compte que c'est bourré d'additifs, que c'est mauvais pour l'environnement ou pour la santé, ils changent leur achat. Donc ça, c'est un poids énorme. Mais maintenant, il faudrait avoir de la transparence partout. Pour moi, ce n'est pas normal que les personnes aillent dans les magasins, ils doivent scanner leurs produits à l'aide d'un téléphone pour se rendre compte si un produit est sain pour la santé ou pour l'environnement. Il faudrait que ce soit sur l'étiquette. Et puis mieux que ça, il faudrait qu'en amont, il ne puisse pas être mis sur la table, sur les étals des supermarchés, des produits qui ne soient pas sains pour la santé ou l'environnement. Vous mettez beaucoup en cause les aliments transformés. En quoi ces aliments transformés sont-ils mauvais pour la santé ? Peut-être déjà rappeler ce que sont ces aliments transformés. Tout à fait. Alors, il y a les aliments transformés et ultra transformés. Les aliments transformés, par exemple, ce serait des lentilles pré-cuites que vous trouvez dans une boîte de conserve. Ça, il n'y a pas de problème. Les légumineuses, donc les lentilles, les haricots, les pois chiches, c'est extrêmement bon pour la santé. Donc les aliments transformés parfois permettent de gagner du temps sur la cuisson et vraiment de manger mieux. Par contre, les aliments ultra transformés sont des aliments qui ont été qui sont passés à travers un processus industriel. Il n'y a pas de définition officielle, mais entre toutes les définitions qui existent, entre les scientifiques, techniques, etc., ce sont finalement des aliments qui contiennent une très longue liste d'ingrédients, par exemple, où souvent il y a beaucoup d'additifs. Finalement, si vous avez plus de 5, 6, 7 ingrédients sur un même aliment, c'est que peut-être il a été ultra transformé. Voilà. Mais donc ça, il existe des classifications et les applications comme Yuka permettent de mieux comprendre dans le détail si un produit est ultra transformé ou non. Et c'est nocif pour la santé parce que souvent, c'est bourré d'additifs. Souvent, ce sont des produits qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de sel, des exhausteurs de goût. Voilà. Et tout ça, ça crée des cocktails parfois explosifs. Qu'est-ce que ça fait pour la santé concrètement ? Concrètement pour la santé, alors ça dépend ce que vous mangez, mais aujourd'hui il faut savoir qu'en France il y a un gros sujet sur la sédentarité, et ce n'est bien sûr pas le seul enjeu, mais quand on bouge de moins en moins, qu'on mange de plus en plus gras, de plus en plus sucré, et qu'en plus on avale des perturbateurs endocriniens, ça peut avoir des effets délétères. Les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, en fait, ils vont modifier le métabolisme, modifier le fonctionnement hormonal de notre corps. Et ça peut avoir des impacts sur le poids, par exemple. Ça peut avoir des impacts sur différentes maladies. Et donc ça, c'est très problématique. Et on voit l'émergence et l'explosion de certaines maladies en France. En 2020, près d'un Français sur deux était en situation de surpoids ou d'obésité. Et plus du tiers des enfants de 2 à 7 ans. C'est aussi lié à l'utilisation du sucre. Vous racontez aussi dans ce livre, Laure Ducos, l'importance et le poids de l'industrie agroalimentaire et la concentration des acteurs. Vous dites qu'il y a une concentration extrême des grands acteurs de l'agroalimentaire. Les 10 plus grandes marques de produits agro-industriels concentrent 15% des ventes mondiales. Qu'est-ce que cela engendre comme conséquence pour nous, consommateurs ? Oui, je vais vous donner un exemple. En fait, quand ces agro-industriels détiennent le pouvoir, ils détiennent le pouvoir d'influencer la politique et les esprits, les mentalités. Un exemple très concret en lien avec ce dont on parlait juste avant, le sucre. Coca-Cola a financé certaines campagnes du ministère de la Santé pour laisser penser aux gens, pour dire aux gens surtout, bougez, la sédentarité est mauvaise, c'est à cause de la sédentarité que les gens sont gros. Mais surtout, pas de problème avec le sucre.
Donc quand Coca-Cola finance des campagnes sur la sédentarité, c'est justement pour appuyer sur cette rhétorique très néolibérale de la culpabilité individualiste, alors qu'en réalité, ce sont tout le sucre qui sont mis dans les produits par les industriels, comme Coca-Cola, qui pose problème. Qu'est-ce que vous entendez par rhétorique néolibérale ? Rhétorique libérale, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années... En fait, il faut bien comprendre que l'agro-industrie, et le gouvernement fait pareil, adore faire reposer la culpabilité, la responsabilité sur le poids des individus. C'est-à-dire que si vous êtes gros, c'est de votre faute. Si vous êtes malade, c'est que vous ne mangez pas assez bien. Si les agriculteurs ne sont mécontents, c'est parce qu'on n'achète pas assez localement. En réalité, le système agroalimentaire actuel est le fruit de 70 ans de politique publique délétère et le fruit d'un travail qui a été fait main dans la main entre les agro-industriels et l'État. Après, il y a une réalité économique. Avant, on consacrait une grande partie de notre budget mensuel à notre alimentation. Aujourd'hui, c'est seulement, je crois, 12%. Il y a aussi une réalité, c'est qu'on paye très peu cher notre alimentation. Quand on dit que les agro-industriels sont responsables et font des coûts de plus en plus faibles, c'est aussi parce que nous, consommateurs, quand on est chez Leclerc, on se dit pas, tiens, j'aimerais bien acheter des carottes bio. On se dit, tiens, les carottes là, elles sont moins chères que les bio. Oui, et en même temps, il faut quand même se rappeler qu'en France, il y a des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc, quand on a des millions de personnes qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour, je trouve ça compliqué de mettre leurs responsabilités sur leurs épaules. Et ensuite, il y a quand même un vrai problème d'accessibilité géographique aussi. Il y a des gens qui aimeraient bien manger, qui n'ont pas les bons magasins à côté de chez eux, qui n'ont pas de produits frais à côté de chez eux. Et ensuite, le prix, il faut se rappeler, c'est le premier facteur d'achat. Les personnes, quand elles vont dans le supermarché, la première chose qu'elles regardent, vous l'avez dit juste avant, c'est le prix. Mais je pense que c'est le cas de nos auditeurs, effectivement, ce matin. Bien sûr, c'est le cas de vos auditeurs, pardon. Mais qu'est-ce qui construit le prix ? En fait, le prix, il dépend des politiques publiques et en grande partie, il dépend des politiques qui sont mises en place, des subventions. Or, aujourd'hui, l'État et au niveau de l'Europe défend une politique agricole commune, donc un système de financement, un système de subvention qui finance directement l'agro-industrie plutôt que les plus petites fermes. Donc il y a ça, et l'autre facteur qui influence les achats, c'est aussi la publicité. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé aimerait encadrer la publicité, les scientifiques aussi, les ONG demandent depuis des années d'encadrer la publicité. Or, le Premier ministre refuse. Et quand c'est le Premier ministre qui refuse et non pas les ministères, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le blocage est politique et pas technico-économique. Il est uniquement politique. Donc l'État défend les intérêts de l'agro-industrie. Concrètement, est-ce que vous avez une option concrète que peuvent appliquer nos auditeurs aujourd'hui qui se disent, eh bien effectivement, je mange pas très sain ou je mange beaucoup de produits transformés. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais faire les courses tout à l'heure, alors j'ai cité Leclerc, je vais citer les autres, Intermarché, Super U, Lidl ou Aldi. Qu'est-ce que je peux faire pour changer à ma mesure les choses ? Alors, moi j'invite toujours à l'organisation collective et politique. Après, on peut commencer par changer soi, mais ce dont on a vraiment besoin de toute urgence aujourd'hui, c'est l'organisation collective. Rejoindre Rejoindre des associations, rejoindre des syndicats, s'organiser avec sa mairie, peser dans des groupes de parents d'élèves, tout ce qui peut permettre d'améliorer l'alimentation dans les cantines ou ailleurs, par exemple. Et dans la consommation, parce que concrètement, nos auditeurs se disent, bah moi il y a de l'inflation, je peux pas. C'est aujourd'hui, c'est bien de s'engager à long terme et à moyen terme, mais il y a aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui le peuvent, et qui trouvent le temps aussi, parce que ça dépend, si on travaille de 7h du matin à 21h le soir, c'est compliqué. Mais pour toutes celles et ceux qui ont les moyens de se permettre ça, le plus important, c'est vraiment de manger des produits frais, de manger des fruits et légumes, de manger des légumineuses, donc tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches, etc. Ça, c'est vraiment le meilleur pour la santé. Et c'est ce dont manquent le plus les personnes en France. Les fibres et les vitamines et les minéraux qu'on trouve dans les légumes et les légumineuses. Eh bien, si nos auditeurs cherchaient une idée de repas à midi... Et du bio, bien sûr. Une idée de repas à midi, vous pouvez manger des lentilles. Merci beaucoup. Laure Ducos, je rappelle que vous publiez Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie. C'est publié chez Grasset.